Nous avons vu qu'une base de données, c'est essentiellement une collection structurée d'informations, non nécessairement du même type. Nous allons parler du format des données un peu plus loin. Il va donc falloir apprendre à stocker et à organiser l'information en vue de son exploitation. Il existe des méthodes pour cela. Cela ne s'improvise pas. Nous allons voir que nous allons appliquer la méthode Meurize. Bien entendu, je ne vous donnerai pas un cours sur cette méthode, mais tous les principes que nous allons exposer dans cette présentation seront appliqués de la méthode Meurize. Alors nous avons fait un premier travail utilisant donc le fichier texte pour l'ouvrir dans Excel et avons commencé à travailler sur ce fichier de notes en essayant de calculer des moyennes, faire des statistiques dites descriptives et puis à essayer de faire des filtres, des conditions logiques qui nous ont amenés à faire nos premières requêtes et nous avons vu que Excel était de toute façon un logiciel qui n'était pas très adapté à la manipulation des données de type base de données. C'est pourquoi il est maintenant nécessaire d'aborder ce que je vais appeler la conception et la réalisation d'une base de données avec la méthode Meurize, qui nous permettra donc d'exposer le principe du modèle conceptuel de données et du modèle logique de données, en essayant de faire au plus simple et au plus efficace. Nous allons utiliser, in fine, un système de gestion de base de données relationnelle qui n'est autre qu'un moteur permettant de piloter la base de données, qui est Access, comme je vous l'ai dit. Alors, reprenons un petit peu les notions vues la dernière fois. Nous avons vu que nous disposons d'enregistrements dans une base de données, aussi petite soit-elle comme par exemple un fichier de notes sous format texte, et que chacun de ces enregistrements pouvait être découpé en champs. Alors, bien entendu, ces champs portent des identificateurs, et nous allons voir que ces identificateurs vont correspondre à un type d'informations qui vont être définis de façon explicite dans le système de gestion de base de données relationnelles. Le type d'information que nous allons rencontrer est essentiellement le suivant. Nous avons la possibilité d'utiliser des caractères qui vont de petit a à petit z et de grand A à grand z. Donc nous pouvons ensuite construire des chaînes de caractères de 255 caractères maximum, par exemple le mot écologie avec un E majuscule et sans accent. Nous pouvons manipuler des booléens, oui, non, 0, 1, ft, false, true, vrai, faux. Toujours est-il qu'ils sont codés avec un seul bit sur 0 ou sur 1, où on regarde en tout cas le dernier bit du mot machine. Nous manipulerons aussi des entiers courts qui vont de 0 à 255 ou s'ils sont signés de moins 128 à plus 127. Des entiers longs qui vont de 0 à plusieurs milliards. Des réels avec la partie décimale séparée par un point pour les versions anglo-saxonnes et par une virgule pour les versions latines. Nous verrons qu'il existe des réels simple précision et des réels double précision. Alors je n'ai pas mentionné dans cette liste les formats dates, les formats monétaires, euros, dollars, yens, etc. Nous aurons l'occasion de les rencontrer. Et il y a même aussi un format réservé aux liens hypertexte. Rappelons-nous que nous allons exploiter des données de la base de données en utilisant des requêtes. Alors nous avons fait quelques requêtes, vous vous souvenez, dans Excel. Nous pouvons, avec les requêtes, sélectionner et afficher un certain type d'information, filtrer, extraire de l'information d'une base de données en utilisant ce que nous avons appelé les opérations logiques fondées sur des comparateurs ou des opérateurs logiques et des expressions logiques. Évidemment, le résultat d'une opération logique, vous l'aviez compris, est soit vrai, soit faux. Donc la requête honore la demande si le résultat de l'expression logique de laquelle elle dépend est vrai. Il va falloir distinguer dans notre vision de la base de données le contenu
du contenant. Nous avons compris que nous allons faire un produit numérique. Donc, le contenant va être l'ensemble du fichier qui va permettre la structuration, l'utilisation, l'exploitation de l'information qui, quant à elle, constitue le contenu. Une base de données va devoir être conçue d'une façon, on va dire, intelligente, subtile, opérationnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir se détacher un petit peu du monde informatique pour revenir à l'essentiel, c'est que nous sommes des humains et pour concevoir même un produit numérique, nous avons besoin de réflexion et nous allons utiliser le papier et le crayon. Les différentes étapes que nous allons réaliser sont celles du brainstorming qui consiste à jeter les idées un petit peu dans le désordre. Et puis ces idées exposées dans le brainstorming vont être exploitées et mises en forme dans le schéma logique des données et dans le schéma ensuite conceptuel des données. Il ne restera plus ensuite qu'à passer à la phase pratique, c'est-à-dire à celle qui consiste à réaliser, à partir de ce modèle conceptuel des données, la base de données opérationnelle sous Access. Je rappelle que la base que nous allons construire est d'abord un contenant, c'est-à-dire un fichier qui est préparé pour structurer, accueillir les données qui sont, quant à elles, le contenu. Il faudra donc, à un moment donné, renseigner la base de données d'un certain contenu pour que la base puisse avoir une existence et une certaine concrétisation. Alors, qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons essayer de modéliser puis de construire une base de données qui va permettre de gérer les notes obtenues à l'examen par un ensemble d'étudiants. Bien entendu, nous aurons donc ces notes qui porteront sur différentes matières. Alors tout va commencer par établir ce que l'on veut y trouver et le contexte de cette création. Alors, ce qui va vous surprendre le plus, c'est que une base de données est associée à un contexte et que ce contexte peut être décrit. On peut même parler, à travers ce contexte, d'une histoire sous-jacente. Alors nous allons sûrement nous attacher à raconter une histoire, ou du moins à décrire un contexte associé à la base de données que nous avons eu l'ambition de construire. Alors quelles sont les règles essentielles que nous allons adopter ? Tout d'abord, la modélisation est une étape fondamentale de la conception d'une base de données. On y détermine son contenu et on y définit la nature des relations entre les concepts principaux. Une situation à modéliser peut conduire à plusieurs schémas différents, chaque modèle présentant des avantages, vous vous en doutez, et des inconvénients. Cette modélisation s'organise progressivement avec une feuille de papier et un crayon. Alors nous allons aborder les notions de modèle conceptuel des données, comme je vous l'ai dit, MCD, et de modèle logique des données, MLD. Toujours dans les règles essentielles, il va s'agir de se rappeler qu'il faut éclater l'information. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'éclater l'information ? Eh bien tout simplement rassembler ce qui peut l'être en catégories. Ce que l'on appelle dans le modèle entité-relation les entités ou encore les familles ou les rubriques de données. Nous avancerons bien sûr étape par étape. Chacune doit être opérationnelle. Il ne s'agit pas de reconsidérer la base de données si elle aboutit à une impasse. Et on mettra prudemment dans une rubrique que l'on appellera annexe tout ce que l'on ne peut pas ranger dans une catégorie précise. Encore un élément important, soyez patient. La phase papier-crayon doit être suffisamment claire et exacte pour passer à la pratique immédiatement. Nous verrons que nous n'attendrons pas de finaliser la base de données pour nous autoriser à aller faire un tour dans Access et à mettre ce que nous avons commencé à écrire en pratique dans le système de gestion de base de données relationnelle. Donc il faut faire attention lorsque l'on part d'un projet ab novo à suivre un cahier des charges et à réaliser donc cette étape de brainstorming.
Finalement, le schéma des relations doit conduire à la réalisation d'une première version de la base Access. Quels sont les éléments de base du modèle entité-relation qui sont prônés dans la méthode Meurice? Eh bien, tout d'abord, vous l'avez compris, les entités. Ce sont des objets qui peuvent être identifiés distinctement. Il existe deux catégories d'entités, les entités régulières, ne dépendant pas de l'existence d'une autre entité, et les entités faibles, dépendant de l'existence d'une autre entité. Les attributs constituent la seconde catégorie de base du modèle entité-relation. Ce sont donc les caractéristiques et les propriétés communes à tous les objets. Nous avons ensuite les identifiants qui identifient de façon unique l'entité, la future clé primaire. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion de clé primaire. L'identifiant est constitué d'un attribut ou d'un ensemble d'attributs permettant de distinguer une entité dans l'ensemble. Puis viennent bien sûr les associations ou les relations. On ne pourrait pas imaginer une base de données sans relation entre les entités. Alors on verra qu'on peut généralement les désigner par un verbe d'action. Autrement dit, elles vont avoir, comme les entités, un identificateur, ce que j'appelle un nom. Donc les relations constituent le lien existant ou prévu entre deux entités. Une association peut en outre elle-même contenir des attributs ou d'autres informations de type code numérique dont elles dépendent pour leur identification unique. Nous verrons à l'occasion comment mettre cela en pratique. Enfin, nous devons considérer les cardinalités associées, à n'aborder bien sûr qu'après avoir défini entité, attribut et relation. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le cas de notre base de données gérant les notes des étudiants ? Eh bien, nous avons dit que nous commencions par éclater l'information, c'est-à-dire regrouper en catégories, en familles, en rubriques, en entités distinctes ces informations. Alors, à quelles informations peut-on penser lorsque l'on veut créer une base de données gérant les notes des étudiants ? Tout d'abord, nous pouvons identifier un élément important, c'est la famille des étudiants. Donc la catégorie étudiant ou l'entité étudiant devra faire partie de l'ensemble des entités qu'il faudra considérer dans notre base de données. De la même façon, matière définit un ensemble d'informations indépendantes qui n'a rien à voir par exemple avec étudiant. Nous pouvons aussi penser à définir une catégorie encore à part qui s'appelle enseignant. Enfin, pourquoi pas filière ou d'autres informations qui pourraient être intéressantes de définir et qui pourraient être reliées à l'une de ces entités. Alors, c'est une bonne base de départ, et puis, bien sûr, la deuxième information qu'il y a dans le but de notre base de données, c'est l'information des notes, sans oublier les coefficients, mais coefficients qui seront plutôt des attributs. Alors voilà, matière, étudiant, filière, enseignant sont des informations indépendantes qui existent en tant que telles. Pour notes, c'est beaucoup moins évident, puisque des notes sont attribuées aux étudiants et que ces notes sont associées à certaines matières. Donc, c'est le contexte qui va relier ces informations entre elles. Nous allons voir comment nous allons pouvoir commencer notre base de données. Alors tout d'abord, nous allons essayer de trouver une phrase qui va spécifier le contexte de la création. Cette phrase va être constituée d'un sujet, d'un verbe, d'un complément et va être simple et appuyée sur les entités que nous avons définies. Alors pour cela, je vous propose de partir d'un contexte simplifié. Intéressons-nous à réaliser, par exemple, une base de données répertoriant les inscriptions des étudiants dans les matières proposées. Ceci nous permettra de nous affranchir de l'information des notes qui, nous l'avons compris,
n'est pas indépendante des matières, étudiants et enseignants qui sont, quant à elles, des entités indépendantes à part entière. Nous nous en doutons. En mettant en relation étudiants, matières, enseignants, voire filières, eh bien, l'information des notes va apparaître. Constituons un tableau où nous allons avoir comme entrée en colonne sujet, verbe, complément. Nous pouvons penser à une phrase très simple qui constitue une première partie du développement de notre base de données, qui serait par exemple « Les étudiants vont suivre ou s'inscrire à une matière donnée ». Je mets donc en sujet étudiant, en verbe, eh bien, l'infinitif suivre ou inscrire, et en complément, matière. Donc j'ai employé déjà deux des entités qui ont été définies dans mon projet. En deuxième partie, je vais pouvoir m'intéresser, par exemple, aux enseignants qui enseignent dans ces matières. Je vais pouvoir écrire qu'un enseignant va donner un cours ou un enseignement ou va enseigner une certaine matière. Enfin, je pourrais également m'intéresser à faire apparaître une troisième phrase qui spécifie qu'une matière fait partie ou appartient à une certaine filière. Et j'ai donc là, avec ces trois phrases, utilisé les quatre entités qui définissent notre projet. Alors il est temps maintenant de réaliser une phrase contextuelle qui rassemble nos idées et qui permette de proposer l'utilisation d'un maximum d'entités dans cette phrase contextuelle. Alors je vous propose de considérer l'élément central de notre projet, c'est que quand même ces notes concernent l'avenir des étudiants et je pourrais commencer par l'étudiant machin. Alors l'étudiant c'est l'entité, machin est un exemple, il va donc falloir associer machin à une définition précise. L'étudiant machin est inscrit dans la matière truc enseignée par l'enseignant bidule. Nous voyons ici que l'étudiant, matière et l'enseignant sont les trois entités qui généralisent le concept, tandis que machin, truc et bidule sont trois exemples d'individus ou d'enregistrements qui devront être définis dans chacune de ces entités. Enfin, en vert est spécifié donc la liaison est inscrit et l'autre liaison enseignée par qui réunissent d'une part l'étudiant et la matière et d'autre part la matière et l'enseignant. Il est maintenant temps de passer à une première version structurée ou presque structurée de notre phrase contextuelle. Je vous propose donc de représenter, comme d'habitude, nos entités par un rectangle surmonté d'une étiquette, étudiant, matière, enseignant. Dans ces entités, dans chacune des entités, nous allons proposer deux attributs minimums qui permettent de spécifier de façon claire et précise l'entité. Pour étudiant, au minimum, son nom et son prénom. Pour la matière, au minimum, son intitulé et son coefficient. Enfin, pour l'enseignant, au minimum, son nom et son prénom. Il est maintenant temps de proposer des liaisons qui vont permettre de réunir l'entité étudiant à l'entité matière et de relier l'entité matière à l'entité enseignant. Donc inscrire va être mise sous forme de rectangle avec deux points d'accroche qui pour l'instant ne sont pas
précisé, mais qui s'accroche aux deux tables. L'entité étudiant qui va être reliée à l'entité matière par cette liaison inscrire. Et enfin, enseigner, qui là encore est représenté par un rectangle avec deux points d'accroche entre l'entité matière et l'entité enseignant. Alors ceci va dans les deux sens, la preuve. Nous allons maintenant pouvoir proposer une phrase qui explique que l'étudiant s'inscrit dans la matière enseignée par l'enseignant et dans l'autre sens, l'enseignant enseigne une certaine matière dans laquelle s'est inscrite l'étudiant. Il va être maintenant important de spécifier des hypothèses qui vont être, pour la première, qu'un étudiant s'inscrit au moins à une matière, ce qui nous paraît tout à fait naturel, et une deuxième hypothèse qui est qu'une matière va rassembler plusieurs inscrits. Enfin, pour une troisième hypothèse, limitative pour l'instant, nous allons proposer qu'un enseignant puisse enseigner dans plusieurs matières, mais qu'une matière n'est donnée que par un seul enseignant. Ceci nous amène à définir les cardinalités. Ce sont les chiffres que j'ai disposés en vert au-dessus et en dessous de ces embryons de liaison. Et nous voyons que dans notre modèle, un étudiant peut s'inscrire à plusieurs matières et une matière peut rassembler les inscriptions de plusieurs étudiants. J'aurais pu commencer les cardinalités, puisqu'il s'agit de cela, en mettant 0 à 1 étudiant est inscrit dans une à plusieurs matières. Mais je ne souhaite pas gérer des étudiants fantômes, c'est pourquoi j'ai commencé la cardinalité pour étudiants par 1 et je l'ai terminé par 1. Alors de la même façon, je vais définir les cardinalités associées à la liaison enseignée et je vois sans trop de peine que d'après l'hypothèse H3 que j'ai définie, une matière au minimum et une matière au maximum va être enseignée par un enseignant au minimum et un enseignant au maximum. Tandis que dans l'autre sens, un enseignant peut enseigner dans une à plusieurs matières. Donc vous voyez que ces cardinalités nous permettent d'honorer les hypothèses que nous pouvons établir pour le démarrage de la conception de notre base de données. Alors encore une remarque, on pourrait très bien s'intéresser à détailler la construction de la base de données sur un bloc qui serait étudiant matière, et puis s'intéresser ensuite à définir plus précisément le deuxième bloc, matière enseignant, ce qui nous permet de commencer le travail de façon quasi indépendante sur le premier bloc, puis de nous intéresser au deuxième bloc, avant bien entendu de réunir l'ensemble dans un seul schéma. Alors cet ensemble qui est rassemblé et proposé dans ce tableau constitue ce qu'on appelle le modèle conceptuel des données. C'est l'embryon de notre base de données. Il n'est pas encore tout à fait précis, vous voyez, quant à la façon dont on va lier les tables, mais tout y est pour expliquer un petit peu comment s'organisent les relations entre les différentes entités. Donc, nous le voyons, le fait même d'établir les liaisons d'une façon particulière limite la base de données à une utilité, ou en tout cas honore un cahier des charges, ou du moins des hypothèses de ce cahier des charges, de façon particulière. Je vous propose de nous arrêter là pour la première étape de découverte du modèle conceptuel des données au modèle logique des données, car il faut passer à la pratique pour pouvoir s'imprégner de façon plus concrète de ces éléments et arriver à mieux percevoir en quoi réside cette structure entité-relation qui implique donc la définition à la fois de l'entité en structure, des clés primaires, des attributs et bien entendu des relations qui
relie ces différentes entités. Dans la pratique que nous allons réaliser avec le système de gestion de base de données relationnelle Access, nous allons voir comment définir la structure de ces entités de façon précise et comment, bien entendu, donner un contenu à cette base de données, car cette base de données n'aura d'existence et d'intérêt que si elle dispose d'un contenu. Autrement dit, il va falloir définir quelques matières, définir quelques étudiants, définir quelques enseignants, pour que cette base nous apparaisse beaucoup plus concrète que seulement fondée sur sa structure. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Je pense que ceci nous permet de continuer sur une base déjà assise, correcte, que je rebalayerai très rapidement lorsque nous aurons le plaisir de nous revoir en cours.